Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 20 mai 2025. En manchette aujourd'hui, on vous parle du rendez-vous au cœur du village qui s'est tenu en fin de semaine, de la première course de la saison de Payé course automobile, donc avec Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger. Débutons justement avec un petit rappel de ce qui s'est passé en fin de semaine. Le rendez-vous au cœur du village à Saint-Cuthbert a eu lieu en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Malgré la mauvaise température, malgré la pluie, il y a eu quand même beaucoup d'activités. Regardons en images cet événement. Donc, c'était vraiment une belle réussite, comme toujours, à Saint-Cuthbert. Maintenant, parlons de Payé Racing Course et Marc-Antoine Camiran a entamé de belle façon la défense de son titre NASCAR Canada avec une première victoire pour Payé Course Racing. Cette saison, dimanche, on parle sur le circuit rapide routier du Canadian Tire Motorsport Park près de Bowensville en Ontario. Le pilote de la Camaro GM Payé numéro 96 a réussi un dépassement décisif dans le dernier tour pour remporter cette victoire, alors qu'Andrew Ranger a rallié l'arrivée au sixième rang. Camiran a entamé l'épreuve de 51 tours avec prudence alors qu'il avait une voiture un peu survireuse. De mentionner maintenant Marc-Antoine, avec le froid, j'avais un peu de mal pour l'adhérence, mais lors de notre arrêt pour le plein d'essence, on a pu ajuster la voiture. Après cela, elle était très rapide et j'ai pu remonter dans le top 5 sans même pousser un peu trop la machine, a-t-il expliqué. Donc, l'équipe Camiran Performance a misé sur une stratégie de 3 arrêts au puits pour changer les 4 pneus et ravitailler en carburant, puisqu'il n'était pas permis de changer 2 pneus à la fois selon les règlements de NASCAR Canada. Cette approche a permis à Camiran d'avoir une voiture dominante en fin de course. En fin d'épreuve, il a mis une pression constante sur le moteur jusqu'à réussir à le dépasser dans le tout dernier tour à la suite d'un léger contact qui a fait sortir son adversaire large au virage numéro 3. Je savais que j'avais une voiture rapide, de mentionner Camiran, et je devais tout donner au dernier tour. C'est une belle victoire d'équipe et je suis fier de ce que nous avons accompli pour ce premier week-end, a-t-il mentionné. Du côté d'Andrew Ranger, pour sa part, qui a terminé en 6e position et qui s'est dit satisfait compte tenu des circonstances. Le pilote de la Camaro numéro 27 s'était montré rapide lors des essais, mais n'a pu faire mieux qu'une 8e place en qualification. Tôt dans la course, il a roulé sur une traînée d'huile laissée par un compétiteur ayant eu un bris de moteur, ce qui a forcé son équipe à procéder à un changement de pneus plus tôt que prévu. Ranger a réussi à regagner des places dans le peloton après sa séquence d'arrêt au puits, mais il sentait que sa voiture manquait de puissance. Ça a été une course assez mouvementée pour nous, a-t-il mentionné, mais dans les circonstances, nous sommes bien heureux de ramener le tout en 6e place et de ramasser des précieux points au championnat de le pilote de Roxton Park. La voiture était bonne, mais c'est sûr que le circuit comme celui-là, on manque un peu de puissance de moteur. On va analyser le tout et revenir encore plus fort pour la prochaine course, a-t-il mentionné. Justement, la prochaine course aura lieu le 31 mai prochain sur le circuit ovale incliné de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, où Ranger et Camiran ont tous deux remporté des victoires respectives. On parle de 2024 et de 2023. Maintenant, les élections municipales approchent à grands pas et du côté de la NOREC, on commence à connaître les candidats qui vont s'associer à l'équipe Villeneuve. On rappelle qu'André Villeneuve a annoncé sa candidature pour le poste de la mairie en novembre prochain. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'annonce que je serai encore candidate avec l'équipe Villeneuve
pour l'automne prochain. Je suis motivée, comme toujours, à m'impliquer dans la communauté et maintenir et améliorer notre belle qualité de vie pour nous à Lanoraie. Voilà ce que je m'engage comme conseillère alors qu'elle a été élue en 2021. Madame Marie-Ève a su avec brio représenter les électeurs de son comté par ses idées innovantes, son implication à différents comités et sa participation constante aux activités de la municipalité. Donc, félicitations à une première candidate pour l'équipe Villeneuve pour 2025. Donc, on rappelle que ce sera les élections au mois de novembre. On termine avec l'annonce de la ministre du Tourisme et responsable de la région Lanaudière, Mme Caroline Proulx, qui, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, a annoncé des investissements de l'ordre de 264 millions de dollars pour les 2 prochaines années dans le réseau de transport routier de la région Lanaudière. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la députée des Plaines et présidente du caucus, Mme Lucie Lecourt, de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Derry, du député de Joliette, François Saint-Louis, et député de Rousseau, M. Louis-Charles Touet. Les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs. On parle entre autres dans notre région de l'autoroute, la route 138 au-dessus de l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert, d'asphaltage sur la route 125 et l'élargissement d'un pont d'étagement sur le boulevard des Seigneurs au-dessus de l'autoroute 25 à Terrebonne. Donc, les sommes investies se répartissent aussi comme suit. 60 500 000 pour améliorer l'état des chaussées, 47 500 000 pour améliorer l'état des structures, 148 718 000 pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite aux recommandations du bureau du coroner en 2024. Donc, les projets qui ont été terminés en 2024, on parle de la 158 341 de Saint-Jacques à Saint-Alexis, réfection de la chaussée sur les routes 335, 337 à Saint-Calix et l'élargissement de la route 337 de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à Terrebonne. Donc, ce sont les investissements à quoi on doit s'attendre pour les prochaines années de la part du gouvernement provincial par le biais du ministère des Transports. Sur ça, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce mardi 20 mai, la FADOC de l'Édupa désire souhaiter bon anniversaire à Denise Moreau et les filles d'Isabelle à Nancy Cloutier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. Mardi dernier avait lieu maintenant le dernier conseil de la municipalité de l'Édupa et lors de ce conseil mensuel, il y a eu comme point la présentation des états financiers finaux pour 2024. Écoutons l'auditeur nous présenter ces
ses conclusions. Présentation et adoption du rapport financier 2024 et du rapport d'auditeur externe. Madame Clément est avec nous. Je vous laisse la parole si vous voulez nous expliquer. D'accord. Donc, on va commencer par ce pourquoi on est là, le rapport de l'auditeur. Donc, je vais faire un résumé, par exemple, on va pas tout le lire parce que c'est très long. Mais on va commencer par le premier paragraphe, c'est le paragraphe dans le fond de l'opinion. Dans le fond, il mentionne que les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité de la Visitation de l'île du Bas au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a le paragraphe de fondement de l'opinion qui mentionne que, dans le fond, on s'est conformé à toutes les règles de déontologie qui s'appliquaient et qu'on a réuni assez d'éléments probants, dans le fond, pour être capable de fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on a un petit paragraphe d'observation qui mentionne qu'il y a 3 pages au sein du rapport financier qui sont faites spécifiquement pour le ministère et qui ne sont pas conformes aux normes comptables, mais dans le fond, ça ne modifie pas notre opinion face au rapport financier en soi. Ensuite, la responsabilité de la direction à l'égard des états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers et de mettre en place un contrôle interne suffisant pour être en mesure de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, les responsabilités de l'auditeur. Nous, dans le fond, notre responsabilité, c'est d'avoir une assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives, conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ensuite, il y a les différentes procédures qu'on met en place pour être en mesure de fonder notre opinion. Donc, on va évaluer les risques. Ensuite, on va avoir une compréhension des éléments du contrôle interne au sein de la municipalité. On va évaluer le caractère approprié des méthodes comptables retenues. Ensuite, on va s'assurer que le principe de continuité d'exploitation est encore en place pour la municipalité, qu'elle ne va pas cesser son exploitation. Ensuite, on va aussi évaluer la présentation, dans le fond, des états financiers en soi pour être sûr qu'ils donnent une image fidèle. Donc, nous, c'est ça notre tâche quand on fait un audit. Donc, ensuite, on va passer aux chiffres. Donc, au niveau des résultats, on a des revenus de fonctionnement en 2024 pour 1 081 867. Ensuite, des revenus d'investissement pour 779 596. Pour un total des revenus pour l'année 2024 de 1 861 463. Les charges pour 2024 sont de 1 027 242, ce qui donne un excédent lié aux activités de 834 221. Pour ramener ça aux activités de fonctionnement, uniquement, on soustrait les revenus d'investissement mentionnés auparavant de 779 596. Donc, on a un excédent de fonctionnement avant les éléments de conciliation de 54 625. Ensuite, on a les différents éléments qu'on doit tenir compte pour atteindre notre excédent de fonctionnement. Donc, on rajoute l'amortissement des immobilisations de 111 688. Ensuite, on tient compte des affectations, donc dans le fond, les investissements qui sont assumés par le budget en cours, donc 3 291. Et ensuite, des affectations de 341 $, dans le fond, qui sont le remboursement du fonds de roulement pour 11 660. Et puis, l'utilisation du surplus pour l'année 2024 par rapport aux honoraires engagés avec M. Pierre Bertrand pour les zones inondables de 11 319. Donc, au final, on a un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 162 680. Au niveau de la situation financière, on a des actifs financiers. Le premier, c'est l'encaisse, donc le compte de banque, 178 809. Ensuite, des débiteurs pour 2 661 114, qui sont composés principalement des 2 subventions qui sont à recevoir pour les travaux de réfection durant le DUPA. Donc, la subvention de PAVL pour 2 400 000 et puis la subvention de la TEC qui est à recevoir aussi pour 160 000. Au niveau des passifs, on a l'emprunt temporaire qui sert à financer les travaux en attendant à l'enfinancement permanent, puis de recevoir les subventions aussi. Donc, 2 900 488. Ensuite, au niveau des créditeurs charges à payer, 544 058.
Ce montant-là est composé de la retenue, justement, du 5 retenu pour les travaux de la réfection du rendu du pas, qui représente environ 210 000. Ensuite, des comptes à payer pour 109 000. Des taxes à payer aussi pour 205 000, des DAS 6 000, et puis les intérêts courus sur l'emprunt temporaire de 14 000. Ensuite, les revenus reportés. On a des taxes perçues d'avance pour 9 000 et une autre subvention qui est reçue pour 2025 de 9 000 $. Donc, on a un total des passifs de 3 464 784. Donc, la municipalité a une dette nette de 624 861. Au niveau des actifs non financiers, il y a des immobilisations corporelles pour 5 116 648. Et puis ensuite, il y a des frais payés d'avance pour 24 000 $, et puis un stock d'inventaire de pièces de rechange pour 16 000 $. Donc, l'excédent accumulé au 31 décembre 2024 pour la municipalité est de 4 531 831. À la page suivante, on va détailler ce montant-là, dans le fond. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 361 344. Ensuite, on a un montant aussi d'excédent de fonctionnement, mais qui est affecté, lui, à cause du budget 2025 de 25 000 $. Ensuite, on a le fonds des élections de 11 580. Un fonds de roulement de 56 621. Ensuite, le financement des investissements en cours. Dans le fond, c'est le montant qui est à financer par la municipalité pour les travaux de réfection du Randel du Pas de 1 039 362. Et finalement, les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de 5 116 648, qui donne le total qu'on a vu précédemment de 4 531 831. Ensuite, au niveau de l'endettement de la municipalité, elle a uniquement l'emprunt temporaire que j'ai mentionné tout à l'heure, le 1 039 362. Et puis, si on y va vraiment de manière plus globale, en tenant compte de la part de la municipalité dans la MRC qui est de 94 052, ça donne un total de 1 133 414. Ensuite, le détail des revenus pour l'exercice. On a des revenus de taxation de 939 897, des revenus de transfert de subvention pour 94 977, des services rendus, donc la location de salles et autres petites activités, 8 890. On a des impositions de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, 16 700. Donc, c'est composé de 15 000 $ environ de mutation et puis de 1 700 $ d'émission de permis. Au niveau des autres revenus de fonctionnement, c'est 21 403. De ce montant-là, il y a 11 000 qui proviennent des intérêts sur les arrérages de taxes, puis 10 000 qui proviennent du PAC rural de la MRC pour tout le recensement des freins sur le territoire de la municipalité. Au niveau des revenus d'investissement, c'est aussi que des subventions. Il y en a pour un montant de 779 596. Ce montant-là est composé de 80 000 de la taxe d'assises, la TEC, 684 000 pour le PAVL, donc les deux montants sont en lien avec les travaux de réfection du Randel du Pas, et puis un 15 000 $ qui est aussi pour l'achat de l'IADL. Au niveau des charges, pour l'année 2024, l'administration générale, les charges ont été de 289 994. La sécurité publique, donc la police, c'est 88 389. La sécurité incendie, 90 420. Sécurité civile, 14 073. Au niveau du transport, pour le réseau routier, c'est 261 193. Transport collectif, 11 847. Après ça, hygiène du milieu, eau et égout, 47 320. Matière visuelle, 106 113. Cours d'eau, 1399. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement. Donc, aménagement, urbanisme et zonage, 60 146. Promotion et développement économique, 2149. Loisirs et culture, 54 199. Donc, le total de dépenses pour l'exercice 2024 de 1 027 242. Et finalement, la dernière page, les activités d'investissement. Comme j'ai mentionné tantôt, les revenus d'investissement qui sont des subventions, 779 596. Les acquisitions d'immo pour l'immobilisation pour l'exercice 2024. Il y a les travaux de réfection du Randel du Pas de 1 177 000.
l'achat de lumières LED pour 15 000 et un réservoir à essence pour 3 000 le réservoir a été assumé par le Fonds général, donc c'est de là l'affectation de 3 291, qui donne un déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 412 508. Et voilà, c'était la lecture du rapport financier. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions exceptionnellement? Non. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du rapport? Monsieur Rondeau propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Sur ce, maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 14 mai, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yolande Gendron, épouse de feu Bernard Bacon, demeurant à la Visitation de l'île du Parc. Elle laisse dans le deuil son fils, Éric Bacon, Danny Robillard, ses petits-fils, Benjamin et Léo, Béatrice Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Gendron ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Jeanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère, Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Myria, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan et Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février 2025, est décédé à l'âge de 67 ans M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Paul Guély, ainsi que de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle, feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ainsi que ses neveux-nièces Julie Lamarre, Karine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério, où un hommage à sa vie aura lieu dès 15h. Au CHSLD Parfila Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans,
Est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il est dans le deuil outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé. Ses frères, sa sœur, son beau-frère, Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille a tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Parfila Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le premier, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël Jérimé, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Génésique, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquin, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Vanlois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette, Michel Bigrand, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole et Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des témoignages de sympathie pourraient être traduits par des dons à la Fondation Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 11, un temps ressenti de 9. Mardi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de 8, un temps ressenti de 5. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi après-midi, ce sera plutôt nuageux. Une température de 16, un temps ressenti de 15. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo.